Comment construire un État puissant au centre de l'Afrique, une puissance sans laquelle on ne saura résister, sinon exister? Eh bien, ici, c'est la République démocratique du Congo. Et dans ce dossier de la rédaction, l'approche va plutôt être citoyenne. Vous vous en doutiez certainement. Bienvenue, madame, messieurs. Bienvenue, Alain Baumann. Merci, Julie Sefou. Pour en parler, nous recevons monsieur Silas Mimile Makangou. Il est doctorant en politique internationale, doctorant en management stratégique et opérationnel, consultant en leadership et écrivain. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, Alain. Merci, Julie. Tout ça en vous. Ben, c'est ça. Tout à l'heure, vous disiez que la puissance est un impératif pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Lorsque nous considérons le contexte qui est le nôtre, nous existons de manière très particulière. Il faudrait dire que la République démocratique du Congo, en tant qu'État, a un parcours atypique. Déjà, vous le savez si bien, lors de la conférence de Berlin en 1884-85, nous avons été considérés par les grandes puissances de l'époque comme étant un espace ouvert, un espace de libre marché, comme une propriété appartenant à toute une communauté dite internationale. Et lorsque vous regardez notre parcours jusqu'à aujourd'hui, vous allez considérer qu'il y a des particularités qui nous sont propres. Et pour cela, penser la puissance serait pour nous le seul moyen de survivre dans un monde où il y a autant de velléités, surtout lorsque nous considérons ce que nous représentons aux yeux de pays étrangers, mais aussi aux yeux de pays voisins. Donc nous ne pourrons survivre en tant qu'État qu'à condition que nous soyons un État puissant. Ce qui signifie pour nous, la puissance ne devait pas être une ambition. La puissance ne devait pas être un choix à effectuer, mais la puissance devait être plutôt pensée comme étant un impératif. Un impératif parce que les autres ont besoin de ce que nous avons. Nous vivons dans un espace beaucoup plus vaste comparativement au nombre que nous sommes. Nous avons tout ce dont les autres ont besoin pour pouvoir se développer. Donc, penser la puissance serait pour notre leadership national une nécessité grâce à laquelle nous allons survivre en tant que nation. Et pour cela, nous devons comprendre que la puissance pour nous est une vocation. Pourquoi vocation? Déjà lorsque nous considérons notre position géopolitique et même géographique. C'est-à-dire nous sommes placés au centre du continent africain. Et Franck Fanon disait que l'Afrique ressemblait à un revolver dont la gâchette se trouvait au niveau du Congo. Il n'y a pas très longtemps, un autre chef d'État africain, Museveni, qui disait que le développement de la République démocratique du Congo donnerait une certaine vitesse au développement de l'Afrique tout entière. Ce qui signifie que le Congo se doit de se considérer comme étant un don. Un don pour le monde, mais aussi un don pour l'Afrique. Mais étant donné que ce pays doit se considérer comme étant un don, ce ne doit pas être un don que les autres viennent puiser. Ça doit être un don qui se considère d'abord lui-même comme étant un acteur et non pas simplement comme étant un enjeu ou un espace où les autres peuvent venir se pavaner, faire ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Donc, penser la puissance serait pour nous, en tant qu'État, la seule condition pour nous de nous faire respecter et de vivre comme un État viable, un État fiable, un État crédible, un État respectable au centre de l'Afrique. Vous l'avez dit juste au début que l'histoire de la République démocratique du Congo est atypique. Très atypique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tard? Ce n'est pas trop tard, quand bien même nous n'avons pas réussi à modifier ces paradigmes qui nous ont placés dans cette dimension atypique. Ce n'est pas trop tard. Et c'est difficile. Parce que nous continuons à être considérés de cette même manière. Exactement. En 1885, on nous considère comme étant un bien commun. Après notre indépendance, nous n'avons pas réussi, déjà pour votre gouverne. Et vous savez que lorsque nous accédons à l'indépendance, à notre souveraineté nationale et internationale, nous sommes le tout premier pays chez qui l'ONU va déployer son tout premier contingent. Exactement. Donc,
à peine sortis de la colonisation, nous sommes déjà assistés. Et aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que nous sommes l'un des pays les plus assistés au monde, du point de vue militaire, du point de vue social, du point de vue économique et ainsi de suite. Donc nous continuons à être ces biens qui appartiennent à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Ce qui signifie, c'est possible, voyez-vous, ce qui signifie quelque part que nous n'avons pas tiré les leçons du passé. Et il est grand temps que nous puissions tirer ces leçons combien vitales pour notre survie en tant que nation ou en tant que société. Et comment briser, alors, entre parenthèses, cette malédiction? Il faudrait une prise de conscience collective. Pourquoi? Parce que l'une des beautés que l'histoire nous apporte, c'est que l'histoire nous donne des leçons. Et malheureusement, nous avons été trop lents, nous avons été un tout petit peu distraits pour ne pas tirer les leçons de l'histoire. Et aujourd'hui, pour pouvoir les briser, il faudrait qu'une prise de conscience collective soit ce qui nous caractérise en tant que peuple. Nous devons prendre conscience premièrement de notre destin en tant que nation. Chaque nation a une destinée et chaque nation se doit répondre à sa vocation. Et nous avons aussi, nous, en tant que nation, en tant qu'État, nous avons une vocation. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est de nous poser la question sur qui nous sommes, d'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller. Et c'est en fonction de cela que nous pourrons alors penser mettre en place une politique étrangère qui nous permette de ne plus être la victime ou encore un simple enjeu ou théâtre d'enrichissement pour les autres nations, d'opération, mais que nous soyons nous aussi un acteur principal. Partir d'un État néant pour un État géant. Et pour cela, il faut au préalable, comme je l'ai dit ici, une prise de conscience. La puissance n'est pas le fait d'un miracle. La puissance n'est pas tributaire au temps. On pourrait passer 100 ans et même 200 ans. Tout en étant un État faible. Tout en étant un État faible. Nous avons l'exemple de l'Haïti. L'Haïti, aujourd'hui, c'est l'un des plus vieux pays du monde à être indépendant. Mais regardez, les bicentenaires de l'Haïti ne lui a pas permis de se transformer en étant puissant. Pour dire que la puissance, loin d'être une vocation, la puissance est aussi une ambition. La puissance, c'est un projet. La puissance, c'est un programme. Et pour cela, il faudrait que le leadership national, lorsque je parle ici du leadership national, je le vois dans sa dimension collective, dans la dimension globale. C'est-à-dire le personnel politique en premier, le personnel scientifique, le personnel médiatique que vous êtes, le personnel religieux, le personnel, même les acteurs culturels, pour pouvoir penser une puissance qui fasse à ce que les autres nous regardent autrement. Voyez-vous, que le Congolais ne soit pas limité juste en tant qu'habitant d'un espace donné, riche, mais qui lui-même continue à se paupériser, mais que le Congolais soit considéré aux yeux des autres et même à nos propres yeux comme étant le véritable acteur de leur développement. Vous parlez des différents acteurs, c'est vrai, je voulais poser la question par rapport à la politique, mais vous avez déjà répondu. Donc, c'est des camps et des partis, mais qui doivent finalement se mettre ensemble pour penser. Mais il faut quand même un déclic. Ça se ferait comment ? Il faut quand même un déclic et ils n'ont même pas besoin de se mettre ensemble parce qu'il faudrait reconnaître, c'est aussi ça la beauté de la démocratie, cette pluralité. Mais dans cette pluralité et même cette diversité, nous ne pouvons pas nous donner le luxe de nous empêcher de regarder dans une même direction. Je vous donne un exemple. Vous avez un pays comme les États-Unis d'Amérique. Il y a deux grands blocs. Il y a les républicains, il y a les démocrates, qui généralement ont des politiques qui se contredisent. Mais en termes de vision nationale, il y a une convergence. C'est-à-dire American First. Leur vision, c'est que l'Amérique doit être une nation qui conduit les autres et non pas une nation à la traîne des autres nations. Que ce soit pour la France, que ce soit un socialiste, que ce soit un républicain, ils savent que la France doit maintenir son hégémonie sur l'Afrique. La France doit justifier sa place dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est cela. On peut avoir autant de partis politiques, même si on déplore le nombre, plus de 950 partis politiques agréés. Ça, c'est déjà un record que nous avons bâti. Mais en dépit de cela,
il y a possibilité qu'en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'hommes d'État, en tant qu'élite, nous puissions définir finalement ce qu'est notre vision nationale. Parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner sur base des projets de société de X candidats ou de Y candidats. Les projets de société devaient être perçus comme étant la partition qu'un acteur politique ou un groupe d'acteurs politiques voudrait jouer durant leur mandature. Et cette partition devrait s'inscrire dans une logique beaucoup plus globale. Cette logique beaucoup plus globale, c'est la vision que nous avons en tant qu'État, la vision que nous avons en tant que nation. Pour dire que quiconque pourrait devenir président de la République doit savoir que le Congo doit quitter la politique de l'assistanat pour une politique de leadership régional. Que le Congo ne doit plus être le pays le plus assisté, excusez-moi, le plus assisté militairement, ainsi de suite, comme ça l'a été souvent le cas, mais que le Congo devrait se présenter dans une posture de dissuasion pour que les autres nations le respectent en sachant que ce pays qu'on appelle le Congo a un appareil militaire avec qui on ne peut pas jouer. Voyez-vous? Et pour ça, ça ne devait pas d'abord être le projet d'un parti politique. C'est là où je parlais d'un sursaut collectif. C'est là où je parlais d'un éveil collectif. Qui que l'on soit politique ou pas, parce que d'une manière ou d'une autre, la viabilité de votre travail en tant qu'homme des médias est aussi tributaire à la viabilité de la nation à laquelle vous appartenez. Absolument. Vous l'avez dit, docteur, sursaut patriotique, déclic, mais qui doit donner ces déclics? Qui doit donner ces déclics? C'est l'élite. Un pays l'un des joyaux qu'a un pays, l'une des richesses qu'a un pays, c'est son élite. Mais malheureusement, lorsque vous avez dans un pays une élite qui est démissionnaire, une élite qui est amorphe, eh bien, c'est le funèbre, même je voulais dire, la cérémonie funèbre du pays en question. Parce qu'un pays ne sera jamais plus éclairé que son élite. Un pays ne sera jamais plus éveillé que son élite et vous ne trouverez jamais une nation aussi responsable que son élite. Et c'est qui l'élite? L'élite, je la redéfinis comme étant cette minorité d'hommes. Comme disait Louis Pareto, qui était un professeur d'économie italien, qui a même parlé de la loi de Pareto, c'est-à-dire la loi de 20 sur 80, en disant que c'est 20% d'activité qui entraîne les 80% des résultats. Ainsi, il en est. L'élite, c'est ces petits groupes d'individus éclairés. Parce que lorsqu'on dit mot élite, étymologiquement parlant dans sa racine, il y a la racine du mot lumière. Donc l'élite, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont éclairés, qui sont porteurs de lumière. Et lumière signifie quoi? Lumière signifie discernement. Lumière signifie lucidité. Lumière signifie connaissance. L'élite, ce sont les citoyennes et les citoyens d'un État, d'une nation, qui sont porteurs de connaissances que le citoyen moyen n'a pas. Et partant de cette richesse que l'élite a, il a un devoir divin et même historique de pouvoir orienter aux autres la voie à suivre. Pourvu qu'elle soit entendue et comprise. Non. Au départ, elle doit d'abord reconnaître son existence. Elle doit d'abord s'auto-identifier. Mais lorsque cette élite ne se reconnaît pas, lorsque cette élite ne s'assume pas, lorsque cette élite ne joue pas... Excusez-moi. Je vous en prie. Lorsque cette élite n'assume pas son rôle naturel, comment voulez-vous qu'il soit suivi? Mais pour que cette élite soit suivie, il lui faut aussi remplir un critérium. C'est quoi? C'est qu'il doit prêcher par l'exemple. Voyez-vous? L'élite doit briller dans l'exemplarité et non pas dans la théorie ou dans les discours. Parce que le Congolais moyen ne fait que ce qu'il voit faire ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine ainsi de suite. Si au sommet l'on vole, vous n'empêcherez pas à la sentinelle de ne pas voler. Si l'enseignant ment, vous n'empêcherez pas à l'élève de pouvoir mentir. Vous savez que la plupart d'entre vous et moi, nous avons appris la corruption à l'école. Voyez-vous?
À l'école, nous avons appris qu'il fallait donner quelque chose à l'enseignant, il fallait donner à l'université, il fallait donner. Ce qui fait que l'élite qui est censée être le modèle devient l'agent tueur de la société. Et pour cela, l'élite doit d'abord s'identifier comme telle. L'élite doit s'assumer. Voyez-vous, c'est à l'élite, quand le petit peuple pense la nourriture, nous sommes au mois de septembre, quand le petit peuple dans 1 mois va commencer à penser aux festivités de fin d'année, l'élite n'a pas besoin, elle, de se limiter aussi à ces festivités. L'élite doit penser le Congo de 2035, 2030. 2040. L'élite doit être capable de se projeter dans l'avenir avec une intelligence de prospection pour dire voilà ce que nous pensons qui pourrait survenir dans les années 2040. Sommes-nous à même aujourd'hui? Avons-nous les atouts, les ressources nécessaires pour faire face à ces enjeux de demain? Si nous n'en avons pas, comment faire à ce que le jeune Congolais aujourd'hui qui va à l'école, qui va à l'université, soit autant équipé pour que la nation ne disparaisse pas dans les années à venir? Parce que, madame, messieurs, vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons développé cette peur de la balkanisation. Ah, on a peur de la balkanisation, on a peur de la balkanisation. On a tellement évoqué la balkanisation que je pense même que cette balkanisation, si jamais elle devait arriver, elle ne prendra pas la forme que nous avons tous dans notre imaginaire. Exactement. Voyez-vous? Parce qu'une nation ne se meurt pas seulement par la balkanisation. On peut aussi connaître une quelconque somalisation, c'est-à-dire un état de non-état, où l'État n'existait pas. Déjà, lorsque nous avons 204 groupes armés dans une seule partie du territoire national, lorsque nous avons des partis politiques qui pullulent comme des champignons, lorsque nous avons des églises qui se multiplient à la longueur de la journée avec des messages diversifiés, lorsque nous avons des médias qui, en lieu et place d'informer pour transformer, donnent de faux messages ainsi pour déformer, eh bien, nous allons droit dans le mur. Quand je le dis, ce n'est pas c'est pas que je sois sceptique, c'est pas que je sois négatif sur un nombre de fois. Mais vous voulez crever l'abcès. Mais je voudrais que nous ne soyons pas complaisants, que nous ne tombions pas dans les sensationnels, que nous ayons un peu beaucoup plus de la rigueur lorsque nous analysons les choses qui touchent à notre survie en tant qu'État et surtout qui pourraient se présenter comme un poids pesant pour les futures générations. Voyez-vous? Donc, nous risquerons demain de connaître une sorte de somalisation où la nation n'est pas balkanisée, mais c'est un chaos total, c'est un désordre total, c'est l'anarchie totale où chacun peut faire sa loi, chacun peut faire ce qu'il veut. Et pour cela, nous faisons appel à l'émergence d'une classe élitiste. Mais dernièrement, on a reçu même des savants ici. Oui. Mais apparemment, ils n'ont pas droit à la parole. On ne le consulte pas. Mais c'est justement ça le problème. On ne les consulte pas parce qu'avec le temps, nous nous sommes piégés nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons créé un grand clivage entre l'action politique et l'intelligence. C'est-à-dire, nous avons créé un grand clivage entre les postes ministériels et les sites universitaires, qui ont pour vocation de pouvoir conseiller, de pouvoir orienter l'action politique. Donc on a tout politisé. On a tout politisé. C'est ainsi que j'ai toujours dit que les Congolais, le Congo souffre d'un double mot, pour ne pas dire double mal, c'est-à-dire le Congo souffre de l'hyper-spiritualisation. Nous sommes un peuple trop spirituel et ça c'est très dangereux. À la fois nous sommes un peuple trop politicien. C'est-à-dire, nous ne regardons les choses qu'avec ces deux revers-là. Comme avec mes deux lunettes, j'ai deux verres. C'est-à-dire, l'autre, c'est pour... Je ne vois que le spirituel. L'autre, je ne vois que le politicien. Tenez. Pourquoi quelqu'un qui a quelque chose à offrir à la nation pour rendre forte sa nation devrait nécessairement passer par un parti politique et être recommandé? Parce que c'est Pourquoi ce que les partis politiques devraient
prendre la forme d'être la prolongation d'un cursus académique. Quand vous avez été à l'université, si vous avez les atouts, la nation doit vous utiliser. On ne doit pas qu'utiliser ceux qui sont membres des partis politiques ou des regroupements politiques. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la nation a une espérance de vie beaucoup plus grande, plus élargie que les partis politiques. Les impairs partis État n'existent pas. Les impairs partis faits privés n'existent plus aujourd'hui. Les MNC Lumumba n'existent plus aujourd'hui. Les UPA, les consorts n'existent plus aujourd'hui. Les PALU n'existe plus dans sa forme d'hier aujourd'hui. L'IDPS elle-même aujourd'hui, il y a une pléthore d'IDPS. C'est pour dire que nous devons penser la République au-delà des partis politiques. Et pour ça, il faudrait que nous ayons à la tête de notre nation des hommes d'État et non pas des hommes politiques. C'est quoi la différence? Exactement. Les hommes politiques pensent généralement à la mandature. Les hommes politiques pensent aux prochaines élections, alors que les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Il faudrait que nous ayons à la tête de nos institutions politiques des hommes épris de patriocratie, des hommes qui ne font pas les choses par militantisme, des gens qui ne transforment pas les intellectuels en communicants ou communicateurs, je ne sais pas comment on les appelle, qui ne réfléchissent qu'en fonction de ce qui a été dit dans les partis politiques et non pas en fonction de l'idéal, de l'objectivité. Il faudrait que nos acteurs, nos dirigeants puissent s'émanciper de tous ces flatteurs qui sont autour d'eux, parce que ces flatteurs ne les flattent pas pour les dirigeants eux-mêmes, mais ils le font pour eux. Parce que plus tu es là, moi aussi j'ai le temps de continuer d'achever mon chantier, moi aussi j'ai le temps de m'acheter mon deuxième costume, les bureaux, tout ça. Voilà mes bureaux, ainsi de suite. Donc il faudrait à ces moments-là que l'élite dans son ensemble, mais principalement, parce que c'est aussi sa grande responsabilité, que l'élite politique puisse s'émanciper de tout discours tribaliste, claniste, régionaliste, militantiste, propagandiste, populiste, pour adopter un discours intelligent. Discours intelligent signifie un discours qui surplante le sensationnel, un discours qui transcende l'émotionnel, un discours qui se projette dans le long terme pour quitter le court terme. Pourquoi? Parce que cette nation doit exister dans sa forme actuelle, du moins dans sa dimension territoriale, même dans les 70 années à venir, dans les 100 ans à venir, si Jésus ne revenait pas. Voyez-vous? Et pour cela, nous avons le devoir de léguer à nos enfants une nation beaucoup plus prospère que celle que nous avons héritée de nos pères. C'est là où je disais apprendre à tirer les leçons du passé. Donc vous allez parler d'abord, ce sont les préalables d'une vision. Il faut une vision. Et puis prise de conscience collective. Au fait, aujourd'hui, quand vous regardez les Congolais, vous et moi, on peut nous poser la question, c'est quoi un Congolais? Elo Amakasi. Voilà, très bien. J'adopte ça, Elo Amakasi. Ouais. Mais le contenu de Elo Amakasi, est-ce que vous saurez me donner 4-5 choses qui constituent les ingrédients de cette recette Elo Amakasi? Donc, on peut gagner... Oui, facilement. On n'a pas besoin d'aller aux études, non? Chancellor au Pamba. Voilà. Si tu marches sur quelqu'un, tu vas dire pardon. La force d'un peuple n'est pas dans ce qu'il y a dans son sous-sol ou sur son sol. Mais la force d'un peuple réside dans ses valeurs et dans sa culture. Et justement, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est ça notre culture, malheureusement. Mais l'avantage, c'est que la culture n'a jamais été fatale. Il n'y a pas de fatalité avec la culture. La culture, c'est comme une chemise. Tu la portes, tu te rends compte qu'elle te sert, ou bien elle s'est salie. On fait quoi? Tu changes. Tu changes. Donc, il y a une dynamique dans la culture. Et ça, nous pouvons prendre. Lorsqu'on dit Elo Amakasi, donnons cela un contenu. Pourquoi nous voulons tout faire sans préparation? Pourquoi Nzombo le soir doit nous caractériser en tant que peuple? Voyez-vous? Parce que je voulais dire, le problème que nous rencontrons ne vient pas d'abord du Rwanda ou encore des autres pays voisins. Le problème du Congolais relève d'abord du Congolais lui-même. Le conflit que le Congolais a
nourri pendant longtemps avec le bon sens. Le conflit que le Congolais a élevé pendant longtemps, tenu pendant longtemps avec le savoir-faire. Ces pays ne manquent pas de savants. Ces pays ont des savants. Mais pourquoi les savants devraient quitter les sites universitaires pour venir adhérer dans des partis politiques? Exactement. Pour aller faire les conseillers dans les cabinets? Parce qu'on les a appauvris, ils sont sous-payés. Quittent les églises Ils sont sous-payés pour adhérer dans les partis politiques. Justement, c'est comme ça qu'on ne peut pas avoir une nation puissante si l'aspect scientifique n'est pas admis. Et quel est le budget accordé à la recherche scientifique? À la recherche scientifique, déjà, à l'éducation nationale. Il y a un homme d'État français qui disait, je crois que c'est Luc Ferry, si vous pensez que l'éducation coûte cher, mesdames et messieurs, essayez avec l'ignorance. L'ignorance coûte plus cher que l'éducation. La paupérisation de notre corps professoral, la paupérisation du corps enseignant au niveau des écoles humanité et primaire, secondaire et primaire, voulais-je dire, la non-prise en charge adéquate du corps enseignant causera plus de dégâts à la nation que le M23 le fait. Le problème, c'est quoi chez nous les Congolais? C'est que nous faisons face à plusieurs ennemis. Mais nous nous concentrons sur l'ennemi des fois qui n'est pas le plus fort et le moins dangereux. Et en plus, là où nous plaçons le curseur, je ne suis pas en train de dédouaner les mouvements terroristes, mais je voudrais simplement nous amener à avoir la même niaque, la même fureur aussi dans d'autres domaines. Par exemple, la même colère que nous avons pour bouter hors de notre territoire le M23, que nous l'appliquons aussi pour mettre hors de notre territoire la corruption dans les milieux universitaires, par exemple. La corruption au niveau de la gestion de la chose publique, par exemple. Pourquoi? Vous savez, à l'époque de la Chine antique, 4 siècles avant Jésus-Christ, c'était à l'époque l'Empire Qin. Ils se sont rendus compte que très souvent, ils étaient victimes des envahisseurs qui venaient du nord et de l'est, qui venaient piller leurs récoltes et ainsi de suite. Alors, ils ont décidé, pour se protéger, de construire une muraille tout autour de la ville. À l'époque, les villes construisaient des murailles pour se protéger contre les envahisseurs. Ils ont construit cette muraille. Mais après avoir construit cette muraille à l'Ingélie, ils se sont rendus compte qu'à 4 reprises, ils ont quand même été visités par des voleurs et pillés. Et pourtant, ils n'ont pas escaladé. Parce que la muraille était trop élevée. Alors, ils vont s'asseoir pour réfléchir. Ils vont se rendre compte que toutes les fois que les ennemis ont envahi la ville pour piller, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soudoyé ce qui était à la porte. Alors, les Chinois à l'époque de l'Antiquité ont dit, nous avons dépensé beaucoup de moyens à construire la ville, mais nous avons oublié de construire l'homme. C'est de là qu'ils vont tenir, par exemple, ces fameux proverbes chinois qui disent « Si tu veux des résultats à récolter dans une année, il faut planter du riz, les riz, l'osso. Si tu veux des résultats à récolter dans 10 ans, eh bien, va planter des arbres, des manguiers, des orangers. Mais si tu veux des résultats qui vont durer plus de 100 ans, il faut planter les hommes. Planter les hommes signifie quoi? L'éducation. Donc, on ne peut pas penser la puissance avec un faible niveau d'éducation. Quand je dis faible niveau d'éducation, c'est que le nombre d'enfants qui ont accès à l'éducation, comme on dit, démocratiser l'éducation. Et ça, nous sommes contents parce que l'actuel régime a rendu effective cette disposition constitutionnelle qui voudrait que tous les enfants aillent à l'école. Mais nous devons aussi nous poser la question s'il y a adéquation entre le nombre d'enfants qui vont à l'école et la qualité des enseignants, leur prise en charge, mais aussi les cadres dans lesquels ces enfants étudient. Pourquoi? Parce que vouloir faire une bonne chose peut s'avérer nocif si les choses n'ont pas été préalablement pensées dans toutes leurs dimensions holistiques. Voyez-vous? Parce que la norme pour l'UNESCO, c'est qu'une classe ne doit pas dépasser 20 élèves.
Ça, c'est la classe, c'est la norme pour UNESCO. 16 à 20. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous arriverez dans certaines écoles où même la madame ne connaît pas les noms de tout le monde. De tout le monde, parce qu'il y a 119 enfants dans une même classe. Ouais. Ce qui suppose que cette dame qui n'est pas super enseignante, ce monsieur qui n'est pas super teacher, super professeur, même s'il donnait le meilleur de lui-même, ouais, il sera limité. Il n'y a pas de puissance sans éducation. Mandela disait que l'arme la plus puissante pour assurer la liberté d'un peuple, ce n'était pas les pierres, ce n'était pas le cocktail Molotov, ce n'était pas les fusils. L'arme la plus efficace pour assurer la liberté d'un peuple, c'est quoi? C'est son éducation. C'est comme ça qu'en économie moderne et même en géopolitique, l'aspect de la population, ou encore, on ne parle plus de la population, on parle plutôt du capital humain. Ouais. Parce que ce capital humain, c'est effectivement cette population, mais qui est passée par un rouage de formation, d'équipement et d'instruction pour devenir un capital humain. Ce qui signifie que, madame, on peut être des millions dans un pays, mais si le niveau d'instruction est faible, le surnombre peut devenir un poids pour l'État. D'où construire la puissance signifie aussi penser l'éducation. Okay. Oui, et donc prise de conscience collective, éducation. Et l'autre préalable? Un autre préalable, c'est qu'il faudrait penser l'aspect défense et sécurité. Regardez le contexte qui est le nôtre. Nous avons la malchance, mais aussi l'opportunité. Et tout dépend du paradigme que nous allons utiliser. D'être un des rares pays au monde à avoir autant de frontières. 9. Ouais. Nous en avons 9. Et quand vous avez 9 pays voisins, il ne suffit pas de les avoir seulement comme voisins. Vous regardez aussi à la solidité ou à la fragilité des régimes qui conduisent ces pays. Vous constaterez que nous sommes dans une sous-région nébuleuse, où presque tous les États sont fragiles, économiquement, militairement, démocratiquement, politiquement, ainsi de suite. Ce qui signifie que le Congo doit avoir une posture. La posture que le Congo doit avoir, c'est la posture d'un État pour qui la guerre est une règle et la paix est une exception. Ceci ne fait pas de nous un État vente-à-guerre. Mais on ne peut pas avoir 9 voisins qui tous ont eu à connaître des histoires de coups d'État, d'instabilité, d'assassinat des chefs d'État, ainsi de suite, et vouloir prendre une posture de morale. Non, nous ne sommes pas l'Église. OK? Parce que même au ciel, Dieu a une armée. Pour ceux qui lisent la Bible, on l'appelle Jéhovah Sabaoth, qui signifie l'éternel Dieu des armées. C'est le Dieu qui vit en paix au ciel, où il n'y aura ni coup d'État, ni rébellion. Elle a son armée. La plus redoutable. Il a même un chef d'état-major qu'on appelle Michael. À combien plus forte raison, nous, qui avons ce dont les autres ont besoin, allons-nous prétendre être une nation puissante sans une armée? Or, qui dit armée ne dit simplement soldat. Ne dit pas simplement soldat. On peut avoir autant de soldats que nous voulons. Une armée, ce n'est pas d'abord le soldat. Une armée, c'est beaucoup de facteurs qui entrent en compte. C'est vrai que le nombre de troupes, ça compte. C'est aussi un élément de puissance. Mais on ne peut pas seulement se baser sur le nombre de troupes parce qu'on a vu dans l'histoire des armées, dans l'histoire de la géostratégie, qu'il y a eu des États qui ont eu moins de militaires, de soldats, mais qui ont remporté la guerre sur les nations qui avaient plus de... Exactement. L'exemple le plus flagrant qu'on évoque souvent dans le séminaire de géopolitique et géostratégie, c'est la guerre de Gaugamélès en 330 avant Jésus-Christ. Voyez-vous? Une petite armée qui a réussi à renverser une armée qui avait le nombre de soldats 104 fois plus. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous avons l'exemple d'un État comme Israël. C'est un tout petit État. Mais qui fait... Vous savez, j'ai fini Jérusalem en une journée. On a fait la ronde de Jérusalem en une seule journée. C'est un tout petit État. Mais qui parvient à tenir face à des nations qui ont le nombre de soldats de loin plus élevé que lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu compte de l'animosité de leurs voisins.
ils ont compris qu'il n'y a pas de puissance dans la morale seulement, la puissance est aussi au bout du physique. Et ça, c'est quelque chose que le Congo doit intérioriser. Nous devons cesser de diaboliser la guerre. Nous devons cesser de laisser l'armée être une affaire de ceux qui n'ont pas été à l'école ou encore que l'armée soit une affaire de Koulouna raté. Il faudrait que nous ayons une armée républicaine. Quand je parle d'une armée républicaine, c'est-à-dire une armée qui ne serve pas le régime, mais une armée qui serve la République. Parce que le problème avec les pays africains, c'est que la plupart des armées servent plus au maintien du pouvoir qu'à la défense de l'intégrité territoriale. Qui dit armée, Alain, dit aussi discipline. Il n'y a pas d'armée sans discipline. Non. L'armée, c'est la discipline. C'est la mère. C'est la mère de la discipline, c'est la mère des armées. Voyez-vous, il n'y a pas d'armée sans discipline. On ne peut pas recruter quelqu'un qui déjà n'est pas discipliné. Les armées les plus puissantes au monde le sont parce que la discipline est un facteur non négociable. Et qui dit discipline dit hiérarchie. Qui dit discipline dit commandement pyramidal. C'est-à-dire Mokonzi, Aza Mokonzi, qu'il soit de ma tribu ou pas. On ne fait pas allégeance à un chef parce que c'est avec lui qu'on a combattu dans une telle rébellion. Il faudrait redonner à l'armée toute sa dignité et sa force. C'est-à-dire que la chaîne de commandement soit non négociable. Peu importe les affinités, peu importe la tribu, peu importe l'âge, parce que, je répète, et vous l'avez si bien dit, la discipline, c'est la mère des armées. L'armée, c'est aussi, donnez-moi juste quelques secondes pour ne pas... l'armée, c'est aussi l'arsenal. On peut avoir des soldats motivés. On peut avoir des soldats aguerris. Mais la logistique, c'est aussi un facteur qui facilite, qui garantit la victoire lors d'une confrontation militaire, d'un affrontement militaire. Voyez-vous? Dans quel état se trouvent les choses chez nous? Nous aimons bien prendre l'exemple avec Israël. Vous savez, aujourd'hui, l'armée d'Israël, 70% de l'arsenal que cette armée utilise, elle fabrique ça elle-même. Parce qu'aujourd'hui, les armées modernes militaire. Très bien, ont développé ce qu'on appelle l'industrie militaire. C'est-à-dire, le fusil que vous utilisez, vous devez le fabriquer. Parce qu'une armée qui attend les flèches des voisins, il suffit juste que vous soyez sous embargo, comme ça a été le cas. Ouais. Vous êtes fragilisé. Vous êtes fragilisé. Oui. Docteur, j'avais une question en rapport avec l'infiltration. Oui. L'on dénonce nombreuses infiltrations au sein des FARDC. Oui. Même de nos institutions, on va le dire comme ça. Que faire? Ben, il faut relativiser. C'est-à-dire? Je vais peut-être vous choquer ou aussi choquer parce que je ne vais pas être sensationnel. Je ne vais pas recourir au militantisme, mais je vais être le plus patriocrate possible. Si vous voyez quelqu'un vous infiltrer, c'est qu'il est fort. Parce qu'un pays sérieux doit aussi infiltrer. Vous comprenez? Il n'y a pas un seul pays fort, puissant dans le monde qui ne pense pas à l'infiltration. C'est ça le rôle de l'espionnage. C'est ça même la notion de la 5e colonne. Voyez-vous? Dont parlait le général Hannibal. C'est ça même la notion de Joseph, comment il s'appelait? Josué. Qui envoie des espions à Jéricho. Même la notion que Moïse a fait. Il a envoyé 12 espions en Égypte, à Canaan. Nous avons été infiltrés. Ça, c'est une bonne guerre pour les voisins. Maintenant, nous devons travailler en interne pour rendre impossible, c'est trop absolu, pour rendre difficile cette infiltration. Et nous aussi, à notre tour, nous préparer à infiltrer. Pourquoi je l'ai dit? C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'infiltration, on voit beaucoup plus le Rwanda qui nous a infiltrés. Mais nous ne devons pas aussi, désolé de le dire comme ça, ici je parle en scientifique, nous devons infiltrer tous les 9 voisins, tout, pour savoir qui a la possibilité de devenir prochain président de tel pays.
Parce que demain, il se pourrait qu'un mauvais prenne le pouvoir à l'Angola et qui dit « j'ai un compte à régler avec le Congo ». Donc influencer même les choix là-bas. C'est ce qui se fait. Ouais. Un pays normal doit réfléchir comme ça. C'est comme ça que l'on dit en géopolitique, on ne peut pas protéger l'objectif en étant dans l'objectif. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas protéger ces studios si tous nous sommes ici. Nous sommes en insécurité. Non, c'est impossible. Pour protéger ces studios, nous devons nous rassurer que les deux jeunes gens ils sont dehors. L'autre est sur l'autre avenue. Lui, il est dans la parcelle voisine. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous n'êtes qu'en interne pour protéger les territoires, vous avez déjà perdu. Il faut projeter sa puissance. Il faut aller à l'externe. Voilà pourquoi on parle de sécurité extérieure. Voilà. On parle de la sécurité extérieure. C'est le rôle aussi que doivent jouer nos ambassadeurs et même notre diaspora. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à la NASA, d'abord dans certains coins aux États-Unis, et constitutionnellement d'ailleurs, la langue aux États-Unis, il y a maintenant des langues, l'espagnol et l'anglais. Mais quand vous allez dans certains endroits, à la NASA, on vous dira qu'il y a quelques années où les langues les plus parlées, c'était l'anglais et le mandarin. Les Chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois avaient compris qu'on ne peut pas se protéger seulement en restant en Chine. Payons l'argent pour que nos enfants aillent étudier aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un drapeau rouge-blanc? Non. C'est parce qu'ils ont donné de l'importance à la technologie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de puissance sans un appel de cette intelligence, sans aspect technologique. Voyez-vous? Sans un aspect technologique. Alors, nous aussi, à notre tour, nous devons le faire. Vous allez dans les Silicon Valley, en Californie, vous serez étonné que dans ces multinationales, à part l'anglais, il y a aussi des jeunes gens qui parlent le hindi, c'est-à-dire la langue des Indiens. Voyez-vous? Donc, nous aussi, nous devons infiltrer. C'est la chose. Le jour où nous allons commencer, nous aussi, à le faire. Il y a un certain moment, nous l'avons fait. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 1994, lorsque l'avion, au mois d'avril, lorsque l'avion d'Abiyarimana est tombé. Ouais. On est allé prendre le corps d'Abiyarimana, on l'a amené ici. Nous avons joué ce rôle-là, comme étant les pôles de la sous-région, comme étant l'État géant de la sous-région. Malheureusement, nous n'avons pas pensé l'avenir et aujourd'hui, ce sont les autres qui se disputent. Alors, face à l'infiltration, une autre méthode qu'il faudrait utiliser, c'est d'enseigner la patriocratie. Parce qu'il n'y a pas d'infiltration sans trahison en interne. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui donne à cet étranger un passeport. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui donne à cet étranger une carte d'entrée au niveau de la DGM. Et pour mettre fin à cela, il faudrait enseigner aux Congolais la patriocratie. La démocratie peut ne pas nous aider à réussir, mais la patriocratie, je peux vous rassurer, nous aidera à réussir. C'est-à-dire que le Congolais cesse de considérer la chose publique ou encore la République en fonction de qui est au pouvoir. Finalement, nous n'aimons pas les pays, nous aimons plutôt les régimes. Quand c'est tel régime, on est patriote. Quand ce n'est plus ça, on souhaite les malheurs. Quand c'est X qui vient, on devient patriote, ainsi de suite. Non, nous n'avons pas besoin de recourir à cela. Ce dont nous avons besoin, c'est d'enseigner la patriocratie, enseigner l'éthique, la morale, le civisme, pour réduire le taux de l'infiltration. Mais aussi, c'est rassurer que dans le recrutement, pour les fonctions les plus importantes, que ce soit au niveau de la territoriale, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit nous rassurer que nous sommes rigoureux dans le recrutement. Donc des pères et des mères. Bon, des pères et des mères, je ne vais pas trop aller dans ce sens-là, ce qui est, je considère que c'est une bonne proposition, ok, mais je me dis peut-être que le temps est très très mal choisi. Je crains même qu'on commence à utiliser, donc, il faudrait utiliser ça comme un épouvantail. On doit penser à recruter que des Congolais dont les pères et les mères sont Congolais d'origine. Ce pays a plus souffert entre les mains des pères et des mères, ça il faut le dire. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là malheureusement, mais je peux vous garantir qu'il faudrait sécuriser certaines fonctions pour que ceux qui prennent ces fonctions, qui assument ces fonctions, soient totalement
Congolais. Mais c'est là où je reviens. C'est quoi un Congolais? Est-ce qu'on est Congolais seulement parce qu'on est des pères et des mères? Avez-vous vu le nombre de jeunes Français? Il n'y a pas longtemps, à l'époque, le président François Hollande était encore président, qui ont fait allégeance à l'État islamique. Des jeunes Français, des pères et des mères. C'est-à-dire le père est originaire de Marseille, sa mère est originaire de Nantes, mais ce jeune homme a fait allégeance jusqu'à aller en Syrie se battre. Voyez-vous? Et même poser des bombes en France. Ce qui signifie, la question de la nationalité aujourd'hui transcende le simple fait d'avoir le sang. Transcende. Du point de vue constitutionnel, on laisse comme ça. Mais la problématique de la nationalité doit être pensée autrement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un pays comme les États-Unis d'Amérique, regardez l'exemple de la Grande-Bretagne. Qui est le Premier ministre aujourd'hui? C'est un Indien. Ouais. Vous comprenez? Regardez les États-Unis, 2008, 2016, Barack Obama. C'est un Kenyan. Voyez-vous? Ce dont nous devons comprendre, il faut élever les débats. Laissons les politiciens débattre comme ils le veulent. Nous débattons en tant que scientifiques. Nous débattons en tant qu'élite, débattons en tant qu'intellectuels. L'intellectuel se démarque de l'homme politique dans le sens que l'homme politique est court-termiste. Tu vois? Il est court-termiste. Alors que l'intellectuel est dans la logique lointaine. Il est dans la logique des jours à venir. Et enfin, pour réunir tous ces préalables, on a quand même besoin des moyens. Avec notre potentiel. Il faut très bien. Vous savez, on dit d'un peuple qu'il est intelligent, pas parce qu'il a des diplômes et consorts, c'est parce qu'il a l'intelligence de deux choses. Il a l'intelligence de sa géographie, c'est-à-dire de son environnement, et il a l'intelligence de ses ressources. L'intelligence de sa géographie, c'est que c'est un peuple qui est conscient de ce à quoi ressemble son territoire. C'est que cela représente comme opportunité, mais aussi comme danger. Il est intelligent parce qu'il a l'intelligence de ses ressources. Intelligent de ses ressources parce qu'il est assez intelligent pour savoir comment identifier ses ressources. Or, là, vous allez constater que la plupart des richesses que nous avons, ce sont les autres qui les découvrent. Nous, on a découvert le coltan en retard après que les étrangers l'aient déjà découvert. Voyez-vous? Et il découvre, il identifie ses ressources, il a l'intelligence pour extraire ses ressources. Et pour exploiter, pour il a l'intelligence pour transformer. Un autre péché que nous commettons, un crime contre l'intelligence, une insulte au bon Dieu, c'est lorsque l'on voit par exemple des grumes coupés au bandundu, de gros arbres, traverser Kinshasa, prendre la direction de la route nationale numéro 1, aller à Matadi, et prendre le bateau. Prendre les bateaux et revenir une année, 2 ans plus tard sous forme de meubles. Meubles que le coupeur de ces bois au bandundu ne verra jamais, ne peut pas s'acheter. Meubles que toi et moi peut-être aurons du mal à acheter, sinon après avoir économisé. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'on ne peut pas transformer, on n'est pas intelligent. L'intelligence n'est pas dans le fait de garder. L'intelligence, c'est dans le fait de transformer. L'intelligence a d'abord cet aspect transformationnel. Changer la ressource, le potentiel en richesse. Et c'est alors que nous allons accumuler des moyens financiers. Et ces moyens financiers nous permettra justement de mettre les moyens, de les orienter vers la diplomatie, vers l'armée, vers la science, ainsi de suite. Docteur Silas Mimile Makangu, je rappelle que vous êtes doctorant en politique internationale, doctorant en management stratégique et opérationnel, consultant en leadership, écrivain. C'était donc un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de dossier de la rédaction. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Merci, Judy Sefou. On espère vous revoir très vite. Hein. Exactement. Merci Alain Boma. Je vous en Merci prie. à vous, mesdames et messieurs. On vous a dit que l'approche serait citoyenne, et puis ça l'a été. À vous de poursuivre les débats, mais surtout de nous approprier cet héritage pour que nous vivions, que nous existions, qu'on ne soit pas l'enjeu, mais qu'on soit qu'on n'existe pas, mais qu'on vive. Voilà, qu'on vive et qu'on soit Acteur. acteur. À bientôt.